Grâce à son implication auprès des Scientifiques sans frontières, elle a étudié l'immunologie à l'Université Kwame au Ghana, en Afrique. Début 2009, elle a rejoint le CHU Sainte-Justine en tant que directrice scientifique du laboratoire de thérapie cellulaire. Elle occupe également le poste de spécialiste scientifique au laboratoire de cytométrie en flux clinique. Elle est membre de plusieurs comités nationaux et internationaux pour l'amélioration de certaines analyses de laboratoire et le développement de nouveaux outils innovants en thérapie cellulaire. Et aussi, elle insiste pour dire qu'elle est entourée d'une formidable équipe dans ses laboratoires qui permettent à Sainte-Justine d'atteindre des standards de qualité exceptionnels pour la population pédiatrique desservie. Alors, je vous demande d'accueillir Mme Isabelle Louis. C'est à vous. Merci beaucoup. Hey, même moi, je m'intimide moi-même. Désolée. C'est très, très simple. Alors, merci de m'accueillir. Vous me permettez de remplir une mission que j'adore, qui est de rendre la science et l'immunologie excessivement simples. Parce que dans le fond, quand on décortique, on enlève les gros mots, on enlève les grands trucs, c'est très simple, l'immunologie, et j'espère que je vais être capable de transmettre cette information. Alors, je ne sais pas comment changer les diapos. Oh, attendez. Alors, voilà. Alors, juste pour vous faire une mise en situation, je me mets là parce que je dois savoir de quoi je parle. Alors, OK, vous m'entendez. Alors, juste une mise en situation. Je suis ni médecin, ni infirmière, ni technologiste de laboratoire, ni pas vraiment chercheur. Je suis juste quelqu'un qui a adoré l'immunologie toute sa vie et qui gravite grâce, comme j'ai mentionné, à des équipes extraordinaires qui m'entourent et qui font que je peux être ici. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'hématopoïèse. OK? On décortique hématopoïèse, ça veut dire haïma, qui veut dire le sang, et poésis, qui veut dire créer. On va juste créer du sang, c'est ça l'hématopoïèse. Et il y a 3 grands pans qui sont produits lors de l'hématopoïèse. C'est des cellules qui s'organisent pour assurer le transport en oxygène, donc les globules rouges. Des cellules qui permettent d'engendrer l'hémostase, ça veut dire ça bouche les trous quand ça saigne. Ça, c'est les plaquettes. Mais donc, tout ça pour dire qu'on a l'hémostase primaire, donc ça bouche les trous, c'est les plaquettes. Et finalement, mon dada, les globules blancs. Et votre dada aussi, si vous êtes ici. OK. Où est-ce que ça se produit, l'hématopoïèse? Bien, ça commence, c'est dommage, j'ai pas de pointeur. Alors, suivez-moi avec ça. Donc, ça commence pendant l'embryogenèse, ça se déplace. Pendant l'embryogenèse, c'est surtout dans le foie et ça transfère vers les os lorsqu'on vieillit. Et il y en a aussi, il y a une petite hématopoïèse qui se produit, la présence de cellules souches hématopoïétiques au niveau du cordon ombilical. Et ensuite, ça se déplace surtout dans le thymus et dans les os plus tard. Alors, tout ça, c'est toutes les cellules qui sont incluses dans votre système immunitaire. Chacune a une fonction très particulière et on part à la gauche de la cellule, la mère de toutes les cellules, qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques, pour arriver vers la droite à toutes les cellules matures. Il faut juste se rappeler que lorsqu'une cellule n'est pas mature, elle n'est pas fonctionnelle. Donc, d'avoir plein de cellules immatures dans le sang ou dans le système, ça ne sert à rien parce que tant qu'elles ne sont pas matures, elles ne sont pas capables de fonctionner. Alors, juste pour vous donner une idée pourquoi c'est vraiment important d'avoir ce système-là, il se produit entre 100 et 200 milliards de cellules tous les jours dans votre système. Vous devriez, en théorie, avoir la production de plus d'1 milliard de lymphocytes B par jour. On a 100 milliards de neutrophiles dont la durée de vie est à peu près 24 heures. Alors, il faut les renflouer sans arrêt. On a 100 milliards de plaquettes. On a 2 millions de globules rouges produits chaque seconde. Donc, depuis que je parle, vous êtes déjà en production active de globules rouges. Donc, il s'en passe des choses sans même qu'on s'en rende compte. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important. Alors, comme je vous disais, ceci est toutes les cellules immunitaires. Ceci est une simplification de toutes les cellules immunitaires que vous pouvez avoir. La plus importante, c'est la maman, la cellule souche, qui, elle, permet de renflouer tout le système. Autant au niveau, comme vous pouvez le voir, autant au niveau des globules blancs qu'au niveau des plaquettes et des globules rouges. C'est elle la mère de tout.
OK? Sa particularité, c'est qu'elle produit plus de cellules qu'elle-même. Donc, chaque cellule, c'est un peu comme une pyramide. Donc, d'une cellule souche, on est capable de produire plusieurs progéniteurs qui vont générer plusieurs cellules différenciées. L'autre particularité, c'est qu'une fois qu'elle commence à se différencier en cellules plus matures, on ne peut pas dédifférencier et revenir cellule souche. Elle fait preuve d'un système que l'on appelle de l'auto-renouvellement. Je vais vous montrer ce que c'est à la prochaine diapo. Et une fois que des cellules filles ont amorcé la différenciation vers certaines lignées cellulaires, c'est fini, c'est leur mission, c'est ça leur... ils ne peuvent pas retourner à l'école et changer d'idée. Une fois qu'elles sont là, c'est fini. Alors, c'est quoi l'auto-renouvellement des cellules souches? Une cellule souche a cette particularité, que ce soit la cellule souche hématopoïétique ou autre cellule souche dans le corps, elles ont une capacité extraordinaire qui est une division qu'on dit asymétrique. Lorsque la division est symétrique, une cellule va donner naissance à deux cellules identiques à elle. Si c'était le cas dans le système immunitaire, vous n'auriez que des cellules souches dans votre sang, et si vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était aucunement fonctionnel. Si par hasard la cellule souche se différenciait, comme beaucoup de cellules dans l'organisme, en deux cellules filles identiques mais plus différenciées, il se passerait qu'à un moment donné, toutes les cellules souches de votre corps diminueraient et il n'y aurait plus de reconstitution immunitaire parce que toutes les cellules souches seraient devenues des cellules différenciées terminales. Alors, la cellule souche a cette capacité extraordinaire de donner naissance à une cellule fille comme elle et une cellule fille différente qui, elle, par la suite, va se différencier et va renflouer le système immunitaire. Et c'est pour ça qu'à travers le temps, on va toujours avoir un système immunitaire qui est stable parce qu'on garde toujours une maman, puis on garde toujours les cellules qui vont se différencier pour plus tard. Si vous avez des questions, posez-les-moi tout de suite ou pendant ma présentation, interrompez-moi, ça va me faire plaisir. Alors, comme je disais, on a comme la maman, on a les bébés, les ados et les adultes. On va se concentrer sur les adultes. Chaque type cellulaire a une fonction dans l'organisme, certaines fonctions qui sont redondantes, mais chacune a une fonction. Globalement, leur but, c'est de colmater les brèches et d'empêcher les intrus de rentrer, puis d'éliminer les intrus s'ils ont réussi à rentrer. C'est simple quand même. C'est ça le système immunitaire. Maintenant, comment on y arrive? Il y a deux grands pans dans le système immunitaire. Il y a l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée, c'est super rapide, c'est immédiat, ça permet d'éliminer ou de maîtriser rapidement l'intrus qui arrive, tandis que l'immunité adaptative, c'est un peu, je les appelle les G.I. Joe du système immunitaire, c'est eux qui sont précis, vont aller directement, vont tuer une cellule à la fois, et ils ne vont pas faire un massacre dans le processus. Alors, je vous ai fait des petites illustrations pour juste vous montrer, pour vous permettre de visualiser un peu ce que c'est. Donc, l'immunité innée, la première barrière de l'immunité du système immunitaire, c'est la peau. On essaye de la garder toute belle, toute fraîche, toute fermée pour que personne ne puisse rentrer. Mais si ça rentre, il faut les éliminer rapidement. Ce n'est pas le moment de se demander c'est qui, pourquoi, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font là. Ce n'est pas le temps de faire ça. C'est le temps simplement d'essayer de maîtriser au maximum l'agent l'intrus pour éviter qu'il se développe et qu'il se divise et qu'on ne soit plus capable de l'éliminer. Alors, la première étape, ça va être l'immunité innée qui va s'en occuper et qui va juste, comme je l'illustre sur le graphique, qui va juste envoyer des cailloux pour essayer simplement d'éliminer au maximum l'intrus. Alors, là, je vous ai mis une liste, mais concrètement, il faut juste que vous reteniez, c'est chaque cellule a sa fonction, OK? Dépendant des pathogènes qui rentrent. Oui. 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 Exactement. Donc, ça veut dire, effectivement, moi, je suis dans les...
poser des questions comme ça parce que des fois, j'y pense pas. Je suis dans le système et un petit peu moins dans la réalité. Donc, effectivement, mais la balance, chaque personne va avoir une balance d'éosinophile et de neutrophile qui va être différente. Donc, chaque personne est différente pour plein de raisons, incluant une grande variabilité au niveau de chacune des sous-populations cellulaires qu'on peut trouver. Ça, c'est l'immunité adaptative. Donc, on va avoir les lymphocytes B et les lymphocytes T. Leur rôle à eux, ils prennent beaucoup plus longtemps à venir au site de l'infection parce qu'ils sont ailleurs. Eux, ils sont comme en train de chiller dans les ganglions. Et une fois qu'il y a quelque chose qui se passe, là, tout d'un coup, ils reçoivent l'appel et ils disent « on a besoin de vous ». Et c'est là où ils vont se déplacer. OK? Alors, je vais vous donner, l'immunité innée, le développement est beaucoup plus simple. Les cellules, comme vous avez vu, le nombre de cellules qui est produit par jour, ce qui fait en sorte que c'est non spécifique, c'est juste général, c'est des récepteurs et des poignées et des portes qui ont à leur surface qui font en sorte qu'ils reconnaissent les pathogènes et qui sont capables d'initier l'élimination. Pour l'immunité acquise, c'est un petit peu plus ciblé, donc il faut qu'ils aillent à l'école. OK? Donc, je vais vous donner l'exemple ici des lymphocytes T. Pour les lymphocytes B, c'est à peu près la même chose. Les organes changent un peu, mais c'est à peu près le même concept. Donc, les lymphocytes T, pour devenir des snipers extraordinaires, ils doivent aller à l'école. L'école des lymphocytes T s'appelle le thymus, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'appellent des lymphocytes T. C'est parce qu'ils viennent du thymus. On n'est pas très original en sciences, mais des fois, ça aide. Donc, le but de cet enseignement, c'est qu'ils soient capables de reconnaître leurs amis, communément appelés le soi. Il faut idéalement qu'ils ne s'attaquent pas à nous-mêmes. Deuxièmement, il ne faut pas qu'ils se bagarrent avec nous, parce que sinon, ça donne des maladies auto-immunes et des maladies qu'on ne veut pas. Alors, c'est là où ils doivent l'apprendre. Ensuite, ils doivent reconnaître les agents pathogènes, donc reconnaître les méchants, et ils doivent être capables d'éliminer les méchants. En gros, c'est ça. S'ils ne réussissent pas, on les garde à l'école jusqu'à ce qu'ils aient compris. Une fois qu'ils ont compris, on les laisse sortir. Dans le corps, comment ça s'illustre dans le corps, toute cette histoire-là? La première étape, si une cellule est normale, alors là, vous voyez, je viens de Sainte-Justine, donc moi, la pédiatrie, les Legos, les blocs Legos et les enfants qui ont l'air cute, ça fait partie de mon quotidien. Donc, dans une cellule normale, si on a une famille normale, des enfants en santé, tout va bien, ils vont jouer au bloc Lego. On est d'accord? Lorsque il y a la journée où les éboueurs passent, dans le bac de recyclage qui est en face de la cellule, il va y avoir des blocs Lego. OK? Les lymphocytes passent, ils voient des blocs Lego, tout va bien, ça veut dire qu'une famille est en santé, que tout va bien à l'intérieur de la cellule. Ils passent et ils ne réagissent pas. Par contre, s'il y a un virus qui arrive, le virus ne peut pas survivre tout seul. Le virus est obligé de rentrer à l'intérieur des cellules parce qu'il n'a aucune machinerie qui lui permet de se diviser. Alors, le virus, pas fou, il s'est dit, je vais rentrer dans la cellule, je vais prendre tout ce que la cellule fait pour se diviser elle-même et je vais m'en servir. Donc, les virus rentrent dans les cellules et c'est comme ça qu'ils attaquent. L'inconvénient de rentrer dans les cellules, c'est que les lymphocytes ne sont plus capables de les voir. Alors, comment on fait? Le virus rentre dans la cellule et il est dedans. La seule chose, c'est que tout d'un coup, dans le bac de recyclage, il n'y a plus des Legos. Il va y avoir, donc là, c'est illustré comme les vêtements du virus. C'est ça qu'il va y avoir au niveau des bacs de recyclage qu'il y a devant. Et c'est ça que les lymphocytes vont reconnaître. Ils vont reconnaître que dans le bac de recyclage, communément appelé les HLA, qui sont les molécules à la surface qui présentent des peptides ou des morceaux de protéines, ces morceaux de protéines ne sont plus du soi. Et c'est à ce moment-là que le lymphocyte va réagir, va se dire « nous avons un problème ». Et en plus, il a la capacité de s'auto-créer sa propre armée. Donc, il va se diviser en petits clones de lui-même, il va faire toute une armée, et ensuite, ils vont aller attaquer les cellules et ils vont éliminer les cellules, même si ils n'ont jamais vu le virus qui est rentré à l'intérieur. C'est comme ça que ça fonctionne pour les lymphocytes T. Maintenant, pour les lymphocytes B. Les lymphocytes B sont surtout spécialisés dans l'élimination de pathogènes qu'on dit extracellulaires. Donc, eux,
Ils sont à l'extérieur des cellules, ils ne sont pas cachés à l'intérieur des cellules. Nous avons des cellules qui, leur rôle est de manger ces pathogènes-là. Et maintenant, dans le bac de recyclage, il va y avoir des petits morceaux de pathogènes que les lymphocytes B vont reconnaître et vont produire des anticorps. Ces anticorps vont se coller à la surface des microbes et on va avoir les macrophages qui, eux, ne rêvent que de manger des anticorps. Alors, quoi qu'il y a en dessous, ils vont juste manger des anticorps, ils sont affamés, ils les mangent, et c'est comme ça qu'on élimine les pathogènes extracellulaires. C'est pas si compliqué que ça, on est d'accord. Hein? Voilà. J'ai réussi. Alors, une fois que la guerre est finie, que ce soit par rapport au lymphocyte B ou que ce soit par rapport au lymphocyte T, les soldats rentrent chez eux, tout le monde se calme, tout le monde redevient normal, mais par contre, il va toujours y avoir dans le système immunitaire la génération de mémoire immunologique que j'aime illustrer comme étant les vieux sages. Les vieux sages, c'est ceux qui disent « oui, je me rappelle, oui, je sais comment, oui, je sais qu'est-ce qu'il fallait faire, il faut se mettre… » Et ils sont capables de repartir la guerre beaucoup, beaucoup plus rapidement s'ils revoient le même pathogène. Là, je vous ai mis en bas une courbe. La première attaque prend à peu près 7 jours avant d'amorcer une réponse immunitaire qui est adéquate. La deuxième fois qu'on voit, c'est 3 jours. Là, les vieux sages, une fois qu'on est parti, une fois qu'ils ont déjà vu, ils savent par où aller. Alors là, si vous voulez vraiment qu'on discute de toutes les sous-populations cellulaires que vous avez dans votre corps, on peut, mais on se rejoint après parce que je ne vais pas avoir le temps de vous le dire. Mais juste pour vous dire, chacune a vraiment sa petite fonction, le truc, le machin. Le corps humain a pensé à tout au moment du développement du système immunitaire. Alors, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas bien? Il peut y arriver 2 éléments ou 2 grands pans de si ça ne marche pas bien. La première chose, c'est si les cellules fonctionnent mal. Okay? Fonctionner mal comme des allergies. Les allergies, ce ne sont pas des choses normales. C'est la réaction démesurée d'un système immunitaire contre quelque chose qui, en général, n'est pas grave. C'est ça, les allergies. Donc, c'est un système immunitaire qui a mal compris certaines petites choses. L'autre chose qui peut y arriver, c'est les maladies auto-immunes. Comme vous vous rappelez, ça c'est un des étudiants qui est sorti du thymus qui aurait peut-être dû rester à l'école encore quelques jours de plus pour comprendre que le pancréas, c'est notre ami. On n'est pas obligé d'éliminer le pancréas et ça donne des maladies auto-immunes. Maintenant, il y a aussi quand les cellules ne fonctionnent pas. Quand les cellules ne fonctionnent pas, il y a deux grands types, soit des maladies génétiques qui font en sorte que soit, par exemple, pour le syndrome de Dijorge. Le syndrome de Dijorge, c'est que vous n'avez pas de thymus, il n'y a pas d'école. Alors, il n'y a pas d'enseignement et donc, il n'y a pas de lymphocytes T fonctionnels qui peuvent sortir parce que l'école n'existe pas. Sinon, il y a des maladies où il y a des déficiences dans un ou l'autre des différentes lignées cellulaires, comme la maladie de Dijorge, comme le déficit immunitaire commun variable. Ou bien, il y a des immunités qui sont aussi acquises. Par exemple, le VIH, c'est une immunité acquise. On perd un type de cellule, non pas parce qu'on ne l'avait pas au départ, mais parce qu'on a eu une infection dont on n'arrive pas à se départir. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a un problème? Alors d'abord, la première étape, ce serait de voir si le problème, c'est le contenant ou si le problème, c'est le contenu. Le contenant, c'est comme la maladie de Dijorge. Malheureusement, dans les labos dans lesquels je travaille, nous ne pouvons malheureusement rien faire pour les syndromes de Dijorge. Elie Haddad, que vous connaissez probablement sûrement beaucoup d'entre vous, essaye fort de faire des trucs funky pour les syndromes de Dijorge, mais pas de moi. Donc, moi, étant donné que je travaille en thérapie cellulaire, la thérapie cellulaire, c'est qu'on vous redonne un nouveau système immunitaire. Alors, si vous avez des cellules dans votre système immunitaire qui, génétiquement, ne sont pas capables de se produire, et ça peut entraîner, pour des raisons médicales dans lesquelles je ne rentrerai pas aujourd'hui, mais si l'indication, c'est de vous donner une greffe, l'idée, c'est de vous changer le contenu. Alors là, on va vous remplacer votre système immunitaire par le système immunitaire de quelqu'un d'autre. Comment ça marche? Alors, le contenant, on ne le fait pas, mais on peut faire le contenu.
Donc, en général, on va vous redonner des cellules souches hématopoïétiques qui, comme je vous ai expliqué au début, qui vont être capables de redonner tout le système hématopoïétique dont vous avez besoin. Il y a 3 sources principales de cellules souches qui vont vous permettre à faire ça, soit les cellules souches de sang de cordon, soit des cellules souches de moelle osseuse, soit des cellules souches de sang mobilisé. Ça veut dire qu'on va donner au donneur un médicament ou une molécule qui va permettre aux cellules souches de sortir des os, parce que c'est là où elles se trouvent, et de circuler dans la circulation. Puis après, on fait un don de sang, et à l'intérieur de ce don de sang, on est capable d'aller chercher les cellules souches. Dans les donneurs, on va choisir des donneurs qui sont en santé, des donneurs qui ne sont pas trop vieux, et il y a plusieurs types de dons, c'est-à-dire soit des dons apparentés ou non apparentés, c'est-à-dire quelqu'un de votre famille ou pas. On va d'abord aller voir si l'indication est là pour ne pas se retrouver avec le même problème qui est redonné si dans la fratrie, il y a plusieurs personnes qui ont des maladies génétiques, et on va avoir identique ou non identique. Qu'est-ce que ça veut dire identique et non identique? Alors, si on revient à mon parallèle de bac de recyclage, ce qu'on va aller chercher, c'est quelqu'un qui a le bac de recyclage qui est similaire au vôtre. Pourquoi? Parce que vos lymphocytes T doivent voir les bacs de recyclage. Donc, j'ai comparé ici le lymphocyte T à une bine d'éboueur. Pour être capable d'aller regarder dans la bine, il faut que le bac il soit de la bonne forme. On est d'accord? Donc, les petits bacs bleus qui sont en bas ne seraient pas adéquats. Alors, ce ne serait pas un bon donneur si les gens qui vous donneraient ont des bacs comme les bacs bleus. Ils ont besoin d'avoir des bacs de la même forme que les vôtres. Alors, par exemple, ici, on voit, vous avez dans votre organisme des bacs de différentes couleurs. On va trouver des gens avec la même forme et la même couleur que vous en combinaison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien beau le bac de recyclage, mais je vois que vous me regardez avec un regard en me disant « Où est-ce qu'elle s'en va avec ces bacs? » Alors, le bac, c'est l'ADN. Dans le chromosome 6, vous avez toutes les molécules qui sont responsables de la présentation des protéines à la surface de vos cellules, que ce soit normal ou anormal. Donc, cette molécule-là, c'est 2 brins d'ADN. Si vous vous rappelez, vous avez 2 brins d'ADN, vous avez un brin qui est donné par votre maman et un brin qui est donné par votre papa. Donc, si on prend par exemple maman qui a un bac orange et un bac bleu, et papa qui a un bac rouge et un bac vert, l'enfant peut avoir toute une série de possibilités, mais il est obligé d'avoir un des bacs de maman et un des bacs de papa. Donc, si on revient à cet exemple ici, le brin donné par maman serait le cercle bleu, le brin donné par papa, ce serait le carré rouge, et notre ADN, c'est un rouge et un bleu. C'est simple quand même. C'est ça la génétique. En plus, un petit cours de génétique en passant. Mais c'est ça, c'est aussi simple que ça. Maintenant, lorsque 2 personnes ont des enfants, il y a 4 possibilités dans les différents bacs de recyclage que l'enfant peut avoir. Alors, on peut avoir rouge-bleu, rouge-vert, orange-rouge ou orange-vert. L'enfant ou la personne qui recevrait, je l'ai illustré en haut à gauche avec rouge et bleu. Dans la fratrie, on peut avoir, j'ai mis ici, par exemple, un frère qui est vert et orange, il n'est pas compatible. On peut avoir une sœur qui est à moitié compatible parce qu'elle a pris le même brin de papa, mais pas le même brin de maman. Et une autre sœur qui l'est compatible, qui, pour un choix aléatoire, s'est retrouvée dans le chromosome 6 à prendre les 2 brins similaires. Donc, là, on se retrouve, c'est comme ça qu'on réussit à trouver un donneur identique. Alors, la morale de l'histoire, toujours être gentil avec ses frères et sœurs. On ne sait jamais quand est-ce qu'on a besoin d'avoir leur ADN pour faire une greffe. Mais il faut y penser, hein, quand on oublie. Et je le dirais même à mes enfants, soyez gentils. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on fait le choix du donneur. On trouve quelqu'un qui a les mêmes bacs de la même couleur, puis on leur demande s'ils seraient assez gentils pour nous donner leurs cellules souches. C'est tout. Et après, tout le reste se fait tout seul. Et au moment... Oui? Tout seul. Simple de même. Il faut juste trouver un frère ou une sœur. Mais on peut retrouver aussi... Chaque personne n'a pas des bacs
de recyclage unique non plus. Donc, on est capable aussi d'aller voir dans des registres internationaux. Il y a des gens qui vont avoir les mêmes molécules que vous à la surface. Et généralement, il y a certaines populations qui sont mieux représentées dans les registres internationaux, certaines qui le sont moins. Et maintenant, avec les populations qui ont de moins en moins d'enfants, c'est un petit peu plus difficile maintenant de trouver des donneurs compatibles. Mais ça fait partie des choses que l'on regarde et on réussit à trouver en général des échantillons qui vont fitter avec la majorité des gens. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est que il est possible que ce ne soit pas identique, que ce soit presque identique, donc tout pareil, sauf peut-être une petite affaire qui n'est pas pareille. Voilà. Alors, comment ça se passe? Quelqu'un fait un don. Le don se fait soit par moelle, donc on irait avec une aiguille chercher les cellules souches dans l'os iliaque. Je ne pense pas que c'est quelque chose de particulièrement agréable, mais un don de soi, c'est des fois un peu inconfortable. Mais on m'a dit que c'était un peu comme tomber sur de la glace, une chute sur de la glace et que on s'en remet très bien. Ou bien ça peut être par aphérèse, ou c'est l'équivalent d'un don de sang. Ensuite, on me le donne dans mon laboratoire où moi, je m'assure que les cellules sont en forme, qu'elles sont toutes belles, qu'elles sont toutes propres, qu'elles sont toutes prêtes à être réinfusées. Et ensuite, ce qu'on va faire pour le receveur, on doit lui vider sa moelle, parce que lorsque la moelle est pleine, les cellules ne peuvent pas rentrer. Alors, on va lui donner ce qu'il faut pour vider sa moelle et permettre aux cellules souches d'y rentrer. Alors là, c'est avec des agents thérapeutiques qui vont... c'est comme de la chimiothérapie, dépendant du pourquoi, si on veut être... dépendant de la raison. Quand c'est leucémique, on va donner une chimiothérapie différente que simplement pour vider la moelle de l'os. Voilà. Pour faire de la place. À la niche hématopoïétique. Et oui, Marie-Claude? Oui. C'est du bon stock là, pour vraiment faire fondre ce qu'on a comme système immunitaire pour justement le remplacer par le nouveau, mais c'est ça, des fois, c'est très fort quand même. Là. Mais ça se passe relativement bien quand même. Moi, ils ne me mettent jamais à côté des tubulures qui fondent. Alors, mais effectivement, vous avez vu la quantité qu'on en produit, il faut vraiment se donner à fond pour être capable d'éliminer. C'est fort, un système immunitaire. On peut le voir d'ailleurs pendant la saison des allergies, hein, à quel point c'est désagréable, et ça peut être désagréable, un système immunitaire, parce que c'est vraiment fort, c'est constant, c'est toujours allumé, c'est toujours à on, donc ça ne me surprend pas que ça prenne, quoique fondre des tubulures. Moi, je reste dans mon petit labo, c'est tout propre. Alors donc, comme je vous disais, on va d'abord vider la moelle et ensuite on fait la greffe. Les cellules, en plus, elles sont formidables. On n'est même pas obligé de leur indiquer les directions. Oui? Vous avez parlé des dons Oui. Non. Non. On va, en général, toujours éviter de faire une greffe de sang de cordon autologue. On appelle ça autologue parce que... on ne sait jamais si la maladie n'était pas déjà présente au moment de... D'ailleurs, on doit aviser Héma-Québec. C'est Héma-Québec qui collecte les sangs de cordon. On doit les aviser lorsque l'enfant de qui provient le sang de cordon a une problématique génétique. On doit aviser Héma-Québec pour qu'il le retire de la banque de sang de cordon. Donc, en général, et en plus, le sang de cordon, il y a la difficulté supplémentaire que c'est tout petit, un sang de cordon, puis on a besoin de souvent, le sang de cordon peut aller jusqu'à un enfant d'à peu près 10 ans. Tout ce qui est plus tard, il n'y aura en général pas assez de cellules. Alors, des fois, on va ouvrir la porte à 2 sangs de cordon qui vont être infusés. Mais si on a un bon donneur et qu'on réussit à trouver un donneur qui est compatible, on va souvent aller, dépendant du type de maladie, parce que chaque type d'échantillon va avoir ses forces et ses faiblesses. Si vous voulez, je reviendrai pour vous parler des forces et des faiblesses de chaque sous-type de don cellulaire, mais la reconstitution est souvent moins rapide avec des sangs de cordon, mais par contre, c'est souvent plus compatible.
il y a toute une science derrière aussi le choix du donneur qui va se faire. Excusez-moi, Isabelle. Oui. Je suis ici. Juste un petit moment. Si vous avez des questions ou une intervention à faire, levez la main pour nous donner l'occasion de se rendre jusqu'à vous avec le micro et que tout le monde puisse apprécier votre question ou votre commentaire. La question, c'était est-ce qu'on peut prendre le sang de cordon de la même personne et de lui réinfuser? Et en général, on évite de faire ça pour pas vous redonner, pour pas être passé à travers la tubulure en feu et ensuite vous redonner le même problème. Alors, on va éviter. Oui. Ombilical. Sang de cordon ombilical. Oui, c'est vrai, hein, on dit sang de cordon ombilical. Voilà. Donc, comme je vous disais, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions pendant... c'est ma dernière diapo, alors okay. On va finir les questions après. Donc, comme je vous disais, on vide l'os pour lui permettre d'accueillir les cellules souches qui vont rentrer dans une zone très, très particulière qu'on appelle la niche hématopoïétique. Ça, c'est comme la maison de la maman. Elle est toute douillette, elle est toute belle, toute extraordinaire. On fait la greffe, les cellules savent exactement où se diriger. Elles vont migrer vers la niche hématopoïétique, elles vont s'installer et ensuite, elles font leur magie. Elles vont se différencier et maintenir un pool de cellules souches hématopoïétiques et se différencier pour être capable de reconstituer tout le système immunitaire avec un ordre, parce que les cellules, il y en a certaines qui sont capables de sortir plus rapidement, d'autres qui sortent un peu plus lentement du système. Donc, on a les neutrophiles qui apparaissent en premier et beaucoup plus tard, on a les lymphocytes B et T parce que, comme vous vous rappelez, ils doivent aller à l'école, alors c'est un petit peu plus long. Alors voilà, c'est tout. C'est juste ça le système. Oui, monsieur. Attendez, je pense qu'on va vous donner un micro, monsieur. Oui. Voilà. J'ai compris la subtilité. Je voudrais savoir, la greffe, ça se passe comment? Est-ce que c'est juste injecté dans le sang? Ou oui. C'est pas réinjecté dans l'os? Non, c'est juste injecté dans le sang et les cellules trouvent, à travers le sang, vont aller migrer. Il y a une vascularisation qui se fait un peu partout et elles vont migrer elles-mêmes vers l'os qui maintenant est vide. Elles vont nicher puis elles vont se reproduire. Elles vont se reproduire. Bien, merci beaucoup. Quand vous videz le système immunitaire ou les affaires pas bonnes, là, OK, on se ramasse avec aucune protection. Aucune. OK? Comment vous vous assurez que le patient ou la patiente qui vit ça, qu'elle ne sera pas infectée par des microbes de toutes sortes? En général, quand on en arrive là, les patients sont mis dans ce qu'on appelle des chambres à pression positive. Donc, ce qui fait, et on leur demande aussi de se protéger. Toute personne qui rentre dans la chambre doit se protéger pour éviter la transmission de pathogènes. Et la pression positive dans la chambre fait en sorte que ça pousse tous les microbes vers l'extérieur. Donc, on essaye de garder un environnement aussi propre que possible pendant la période. Mais c'est la période la plus difficile. C'est à peu près 1-2 mois à peu près. Ça peut aller jusque-là. C'est effectivement la période la plus délicate de ce processus-là parce que vous êtes comme tout nu immunologiquement. C'est effectivement difficile. OK. C'était moi? Oui, OK. Donc, vous estimez environ une couple de mois avant qu'une personne puisse être sécuritaire, retrouver des défenses immunitaires là, de façon sécuritaire, c'est ça? Disons que la sécurité dépend probablement beaucoup aussi du receveur. Donc, il y a des mesures de protection, il y a le masque, il y a éviter d'aller dans une garderie. Mais il y a aussi la partie la plus délicate, je dirais de 0 à 3 mois à peu près. 0 à 3 mois, OK. Mais ne dites pas à votre médecin que j'ai dit ça, parce que je vous ai dit au début, moi, je ne suis pas médecin. Il faut vérifier avec votre médecin s'il vous permet, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre dans une situation où on va vous demander, vous aussi, de faire attention. Évitez les parties de Noël si tout le monde a le rhume. Il faut aussi
le temps que le système se remette en place et s'installe, il faut aussi des mesures soi-même de protection pour éviter de se retrouver à côté de quelqu'un qui est malade, parce qu'on peut pas garder tout le monde pendant 1 an à l'hôpital jusqu'à ce que le système revienne parfaitement bien. Alors, il y a des mesures qui doivent être prises par tout le monde. Généralement, par exemple, en pédiatrie, on va demander aux enfants de ne pas retourner à l'école pendant un certain temps. On va demander si le frère ou la sœur va à la garderie, on va leur demander de mettre des masques. Il y a toute une série de protections aussi, des barrières physiques qu'on peut mettre pour essayer de se protéger aussi. Et des tests sur une base régulière aussi pour voir des où on tests. en est, Exactement. où on en est là, sur le plan sanguin. Exactement. OK, parfait. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais savoir, ça c'est beau, mais où qu'on peut s'adresser, où aller pour tout ça? Oui, aussi, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Tu sais, comme mettons, moi, une 60aine d'années, est-ce que c'est chez les jeunes seulement ou? La greffe? Oui. Non, Des systèmes comme ça. Ah, vous avez pareil? Vous avez le même? Le même, il n'y a pas de condition non, avec l'âge? tout le monde a le même. La seule chose avec l'âge, je dois vous avouer que des fois, l'éducation est plus... On a toute l'éducation. En réalité, ce qui va changer avec l'âge, c'est la taille du thymus. C'est la taille de l'école. Le corps humain est exceptionnel dans le sens où il s'adapte selon l'âge. Le thymus, quand on est jeune et qu'on n'a rien vu, est très gros, très fonctionnel, produit beaucoup de cellules. Le corps humain se dit, rendu à un certain âge, ou un âge certain, on a de moins en moins de besoin de nouveaux lymphocytes qui sont capables de reconnaître de nouvelles choses. On se fie sur le fait qu'on a probablement beaucoup plus de lymphocytes T mémoire et de lymphocytes B mémoire que naïfs, parce qu'en général, on devrait l'avoir vu. Mais c'est la seule vraie différence. À part ça, le système immunitaire, toutes les cellules, vous avez exactement les mêmes, tout le monde a le même. C'est peut-être la réactivité. On est un petit peu plus soft quand on vieillit. Et puis l'endroit, les gens qui peuvent s'adresser s'ils sont intéressés? Intéressés par l'information que je vous donne, vous venez me voir. Si c'est médical, alors il y a l'équivalent de ce que je fais se fait aussi à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Okay. Mais alors il y a des immunologistes et au CHUM aussi, il y a des immunologistes. Si vous avez besoin de quelque chose, il y a quelqu'un qui va vous prendre en charge pour vous amener. C'est une grosse procédure, la greffe de moelle. Je vous en parle parce que ça fait partie de mon quotidien, mais c'est une grosse procédure avec des risques qui sont impliqués et tout. Donc, il faut toujours s'assurer que ce soit la bonne solution au bon problème. Bonjour. Ma question est en lien avec la greffe. Oui. Si, par exemple, si les nouvelles cellules souches qui vont se développer en lien avec les maladies auto-immunes, par exemple, la personne avait une maladie auto-immune quelconque, puis là, elle a une greffe, les nouvelles cellules ont-elles tendance à reproduire la maladie auto-immune après un certain temps? Ou... Pas obligatoirement. Parfois, après greffe, on va se retrouver avec des allergies que le donneur avait, mais je n'ai jamais entendu parler d'une maladie auto-immune causée par le fait que... En général, le donneur, s'il a une maladie auto-immune, on ne va pas le prendre. On va le savoir avant et on ne va pas le prendre. Comme je vous dis, il y a des fois, les allergies, tout d'un coup, après greffe, vous vous retrouvez allergique aux arachides quand vous ne l'étiez pas avant, ou l'inverse, vous étiez allergique et vous ne l'êtes plus. Alors, c'est ça le gros fun. Vous pouvez changer aussi de groupe sanguin. Vous changez, vous avez le groupe sanguin du donneur. C'est cool! Il devrait en faire des films et tout, post-greffe. C'est vraiment le fun. Vous aviez une question? Est-ce que... Oui. Elle me regarde. Oh, excusez-moi, oui. Non, c'est pas grave. Bonjour, moi, je viens de Québec, puis ça se peut-tu qu'il y ait une nouvelle tendance? J'ai un client l'autre fois qui m'a dit qu'il allait avoir une greffe, je ne me rappelle pas c'est laquelle, quelle sorte, mais que le médecin, maintenant, il ne gardait plus à l'hôpital, il l'envoyait chez eux, isolé, là.
Est-ce que ça se peut? Ça, je vais passer la balle aux infirmières qui vous entourent. Je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de greffes qui essayent de se faire en tant qu'externe de l'hôpital, mais c'est pas encore très commun. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Si la greffe a été myélo-ablative, si on a enlevé tout le système immunitaire ou juste une partie, ça dépend si c'est pour une maladie génétique versus une maladie tumorale. Il y a beaucoup de paramètres différents. On n'est pas si beaucoup, en tout cas à Sainte-Justine, on n'en fait pas tant que ça des greffes pour des patients qui sont à l'externe. Mais Marie-Claude, si tu veux... D'autres infos, Vanessa, effectivement. À Maisonneuve-Rosemont, on le fait en adulte. C'est qui vient de parler? C'est moi. À Maisonneuve-Rosemont, on le fait en adulte pour les gens qui ont le myélome. OK. Eh bien, oui, effectivement. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui choisissent de le faire à la maison. Il y en a qui choisissent de rester à l'hôpital. Bien, c'est ça, ça doit dépendre de tout un choix. Voilà, Ouais, il y a tellement de paramètres. C'est ça, c'est difficile de vous dire oui, de vous dire non. Ça dépend tellement de paramètres différents. Et ça existe. Et ça existe, effectivement. Et je vous ai dit au début, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, pas technique. Alors, voilà. Vous aviez une question maintenant, c'est vous. Ma question, c'est la cellule souche. Moi, j'ai eu une greffe de cellule souche. OK. La cellule souche, quand il y en a des centaines de millions, j'en ai eu 45 millions. Oui. Elle est indifférenciée. Hein? Oui. Et c'est une fois qu'elle va être dans mon système que là, elle va devenir une plaquette, un globule rouge, un globule blanc. C'est-tu vraiment comme ça que ça se passe? C'est pas comme ça que ça se passe. Elle va devenir elle va se diviser et devenir 2 cellules. Une cellule identique à elle-même et une cellule qui va être une cellule un petit peu plus différenciée, qui va se différencier, bang, à la fin, ça va devenir une plaquette. Et celle-là va se diviser en une comme elle, une qui va se diviser, devenir un globule rouge. Elle va se diviser en une cellule comme elle et une cellule pas comme elle, qui va se diviser, devenir un neutrophile. Alors, les 46 millions, celles qui ont réussi à rentrer dans vos os, c'est pour ça qu'on en donne beaucoup. C'est parce qu'il y en a des fois qui n'ont pas... Tout le monde ne comprend pas aussi bien. On ne les juge pas. Mais il y en a qui se perdent dans le foie, il y en a qui se perdent dans les reins. Tu sais, ils se perdent un peu en route. Mais le but, c'est qu'il y en ait assez qui rentrent dedans, dans l'os pour nicher. Et après, ils reçoivent des signaux des os qui disent « Oh, là, c'est vide, je me divise. Là, c'est plein, je me ralentis. » Et c'est ça qui se passe. C'est ça qui est magique. Je ne le voyais pas aussi simplement que ça. Là, mais... Hey, alors, j'ai réussi. C'est tout simplement comme ça. C'est tout simplement comme ça. La cellule, la maman qui s'est installée comme il faut, qui est toute confortable et qui donne des bébés. OK. J'avais une deuxième question. Oui. Dans le fond, quelqu'un qui a subi une ablation du thymus, oui. Peut-être dans trentaine, ça s'est comblé. Par quoi, après la protection, s'il n'y a plus de lymphocytes? Alors, je vais vous faire une grande révélation. Votre thymus commence à se ratatiner à l'adolescence. Oh. Parce que le corps humain, le thymus est un des éléments, un des organes les plus énergivores. Parce que là, je vous ai mis tous à beau, comme si tout le monde réussissait à l'école tout le temps et qu'ils étaient tous extraordinaires. Il y a 99,5% des cellules qui rentrent dans le thymus qui n'en sortiront jamais, qui n'ont pas compris le cours. Alors, c'est pour vous dire, on n'est pas dans le taux de succès de la scolarité au Québec. Donc, il y en a la majorité. D'ailleurs, lorsqu'ils ont trouvé le thymus au départ, ils pensaient que c'était un cimetière de cellules, de globules blancs, tellement il y en a qui sont en train de mourir à l'intérieur du thymus. Il y en a très peu qui sont produits. Ceux qui sont produits, par contre, watch out. Ils sont vraiment très, très bons. Mais théoriquement, si on ne voyageait pas, si on ne se déplaçait pas tant que ça, le corps n'est pas fait pour la vie que l'on mène aujourd'hui. L'adaptation des humains
est différent. En théorie, chacun reste chez soi avec les mêmes pathogènes autour. On voit toujours les mêmes personnes. En théorie, au moment de l'évolution de l'être humain, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voyage, il n'y avait pas de van life qui permettait d'aller un peu n'importe où. Donc, en théorie, de 0 à 10, 12 ans, on aurait dû théoriquement avoir vu tous les pathogènes dont on aurait besoin pour survivre. Mais l'immigration, les voyages, les déplacements, les trucs, les trips de bucket list, de monter à travers des... Ça se faisait pas. Au moment du développement immunitaire et de l'évolution immunitaire, c'était pas quelque chose qui existait. Donc, le corps s'est dit, je vais donner la claque vraiment plus jeune quand quand c'est le premier contact avec tout. Et à l'adolescence, ils ont mis des récepteurs d'hormones à la surface des cellules thymiques pour être sûr qu'ils se ratatinent à l'adolescence. Alors, c'est pour vous dire... alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont et d'ailleurs, il y a même plusieurs opérations cardiaques dans lesquelles ils l'enlèvent, le thymus, parce qu'il est dans le chemin. Le thymus, il est juste au-dessus du cœur. Ils l'enlèvent parce que... Mais il ne nous sert plus à grand-chose plus tard. Alors, c'est pour ça qu'il faut être gentil avec nos cellules. Oui. Hey, bonjour. Moi, je suis la preuve vivante qu'effectivement, vos travaux portent fruit. Voici 8 ans, j'ai eu une greffe de moelle osseuse, mais vous n'avez peut-être pas abordé le sujet, mais moi, j'ai eu une autogreffe. Oui. Parce qu'on n'a rien trouvé pour être compatible avec moi, puis je n'avais pas de famille. Donc, je vais vous dire que depuis, j'ai fait 2 triathlons, je roule ma bosse, puis je suis impliqué autrement pour les gens qui sont en immunosupprimés. Donc, merci pour vos travaux. Merci. Moi, j'ai été traité à l'Enfant Jésus à Québec. OK. Merci. Bien, ça fait plaisir. Je suis pas rentrée dans l'autogreffe parce qu'on m'a dit 1 heure et tout s'éteint. Alors, mais oui, ça peut arriver dans certains cas que l'autogreffe est une bonne idée, dépendant si le problème c'est souche ou c'est plus tard. En gros, c'est à ce moment-là. La cellule souche, si c'est la cellule souche qui est malade, on ne va pas vous la redonner. Mais si c'est des cellules plus tard qui sont malades, on pourrait peut-être négocier. Ça dépend. Oui, alors, c'est sûr que Isabelle est une conférencière hors pair qui nous vulgarise, puis c'est tellement extraordinaire t'entendre. Encore un grand merci. Je voulais ramener aussi le fait que quand on a un déficit immunitaire commun variable, la greffe immunitaire, en fait, la greffe de moelle osseuse, c'est une thérapie, dans le fond, qu'on utilise en général, pas en première ligne. Puis des fois, quand on écoute, ça fait rêver parce que effectivement, quand on a une greffe de moelle, ça veut dire on va passer à travers cette étape difficile, mais après, techniquement, si tout va bien, on n'aura plus besoin de transfusion d'immunoglobulines. On va être guéri de notre maladie immunitaire puisqu'on va avoir ce nouveau système. Je ne sais pas si mes collègues infirmières dans la salle aussi sont d'accord avec moi. Ça demeure tout de même, quand même, un traitement avec, comme tu l'as bien dit, Isabelle, des effets secondaires qui peuvent être importants. On veut toujours mesurer le risque et le bénéfice d'aller là. Et donc, ça fait rêver. On espère dans les prochaines années peut-être que le processus sera plus facile et puis peut-être on pourrait rêver d'avoir cette thérapie-là en plus proche. Hein? Mais en général, disons en 2025, on peut penser qu'il faut que notre condition de santé soit à la limite de ce qu'on est capable de traiter pour décider d'aller là. Et donc, je pense par exemple... un des effets secondaires auxquels on doit penser quand, par exemple, si notre enfant se fait proposer ça, c'est par exemple, on peut devenir stérile suite à une greffe de moelle osseuse. Hein? C'est juste pour vous dire à quel point, donc c'est ce genre de questions-là. Après, quand on n'a pas le choix, on pense à notre vie, pas à la vie future. Mais donc, je voulais, c'est ça fait rêver quand tu nous en parles. Merci beaucoup, c'est ça. Mais je ne souhaite pas que vous demandiez tous une greffe à Noël. Là. C'est pas ça l'idée. Non. Mais je suis biaisée, je dois vous dire, parce que c'est là-dedans que je suis, c'est là-dedans que je... Moi, je grefferais toutes les personnes qui sont même allergiques. Alors, c'est pour vous dire à quel point on est ailleurs. Mais c'est beaucoup plus lourd, c'est effectivement compliqué. Les personnes qui bénéficient d'une greffe comme ça, est-ce qu'ils peuvent avoir ça plus d'une fois dans leur vie? Ou c'est une seule fois qu'ils peuvent recevoir une greffe de moelle?
On a des patients qui peuvent en avoir reçu plus qu'une. En général, ce n'est pas pour les déficits immunitaires, par contre, parce que c'est souvent, ceux qui vont recevoir plus d'une, c'est souvent suite à une leucémie, à un cancer. Si le cancer revient, on doit redonner des traitements qui vont abîmer la moelle et ils vont recevoir. Je n'ai pas souvenir d'un patient en immuno qu'on ait greffé plus qu'une fois. En général, ils sont bons, nos médecins. En général, ça marche. Ça peut... Non, parce qu'on vous a donné des cellules toutes belles. Alors, à moins que vous les abîmiez, il ne faut pas abîmer ces cellules une fois qu'on les a. Mais en général, elles vont se nicher comme il faut. Le traitement précédent va être capable de faire en sorte qu'en général, c'est juste une qu'on a. Ah, je dis ça, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait abîmer des cellules? C'est une bonne question. Il doit y avoir de la drogue et de excès d'alcool, peut-être? Dormez bien. Hein? Oui, les radiations. Ouais. Le stress. Oui, c'est ça. C'est comme pour toutes les autres cellules. Il faut juste être doux avec notre corps. Oui. Oui, bonjour. En parlant du système immunitaire, je veux juste avoir votre avis sur les régimes alimentaires, les produits naturels qui stimulent ou renforcent le système immunitaire. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Je ne vous parlerai pas de mon point de vue là-dessus. Il y a tellement d'informations qui sont tellement spécifiques à chaque... Je comprends votre question et humblement, je vais décliner d'y répondre parce que je n'ai pas assez d'informations et ce n'est pas ma spécialité, la nutrition. Et il y a tellement un lien avec chaque personne que c'est vraiment du cas par cas. Je préfère éviter de... que le système immunitaire soit renforçable. C'est assez bon, le système. Si on fait juste normal, c'est juste que la vie aujourd'hui n'est pas équivalente à ce qu'elle devrait être. Les produits transformés, c'est sûr que c'est moins bon, mais parce qu'il n'y en avait pas des produits transformés quand le système immunitaire est arrivé. Donc, il y a tout un... Mais c'est tellement spécifique à chaque personne que si ça ne vous dérange pas, je pense que je vais... je suis désolée, hein, ça arrive aussi des fois. La prochaine conférence, peut-être un nutritionniste, effectivement, ça serait probablement... prenez note, Marie-Claude. Bonjour, j'ai une question simple. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter les rejets? Merci. Je pense qu'il n'y en a pas. Si votre corps le rejette, ce n'est pas de votre faute. C'est probablement une incompatibilité ou le type de cellule qui va avoir été utilisé est peut-être pas adéquat. Il n'y a rien à faire. Un rejet, c'est un rejet. On croise les doigts jusqu'à ce que ça se rétablisse. Mais il y a des fois, ça peut arriver pour tout un paquet de raisons qui sont ni de votre faute, ni de la faute du médecin, ni de la faute des cellules. Des fois, c'est juste une espèce de combinaison qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Isabelle? Non? Oui? Non? Ben, merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup.